Ouais, c'est parti. Hop, en plein écran. Et voilà, à vous la parole. Donc, petite présentation rapide de CPLEC. Alors, certains d'entre vous y ont déjà assisté, mais juste pour les niveaux. Donc, CPLEC, c'est 3 domaines d'activité, tous issus de notre histoire, puisqu'on a fêté nos 30 ans il n'y a pas longtemps sur l'électronique. Donc, on intervient au niveau des fiabilisations des process d'assemblage, on est dans l'usine de production. On intervient sur la gestion des zones à risque et sur analyse et traitement de la pollution liée au brasage manuel et aux autres applications laser. Donc, on accompagne les industriels, EMS, fabricants, laboratoires, vraiment dans l'usine au niveau des process. Et notre fonctionnement, c'est intervention sur site, de manière à identifier avec notre interlocuteur ces problématiques. Derrière, proposition de solutions qui peuvent être des audits un peu plus avancés, des formations de base, des formations qualifiantes, ainsi que des équipements, solutions techniques avec un accompagnement dans le temps. On intervient aussi non seulement sur le process, sur les aspects techniques, méthodologie, mais très fortement sur l'environnement du collaborateur. On est orienté depuis très longtemps sur toutes les problématiques liées à la sécurité, la partie ergonomie, qualité de vie au travail. On l'a vu, accompagnement dans le temps, offre globale. L'avantage, c'est que vous avez un seul interlocuteur. On va vous dire en gros que vous avez des progrès à faire. Eh bien, derrière, on pourra travailler ensemble sur les solutions mises en place. Et pour nous, le point important, et pour vous, le point qui va vous sécuriser, c'est qu'on s'engage sur une obligation de résultat. Audit process, qualification d'alliage, vous le verrez, tout un ensemble de solutions, de propositions. Formation qualifiante, on en a parlé, ESD, différents niveaux, IPC. On intervient aussi sur des problématiques liées au management des équipes, conduite du changement, et nos solutions techniques sont liées au brasage, ESD, traçabilité et tout l'environnement de travail. Alors, toutes ces solutions, ces services, premièrement, en termes d'organisation, CPLEC, c'est une petite équipe, mais qui s'appuie sur des experts indépendants avec qui on a des liens très forts, qui s'appuie aussi sur des fabricants où on a un relationnel. On a une grosse partie de nos fabricants où on est importateur exclusif. On représente un poids chez certains. Donc, l'idée, c'est qu'on ait vraiment un partenariat très fort, un échange avec nos fabricants. Tout ça pour vous assurer une réactivité forte. On a une trentaine de personnes, experts, fabricants, formateurs, CPLEC, vraiment à votre service. Et notre histoire nous a fait évoluer vers d'autres domaines. On l'a vu, gestion des zones à risque dans votre domaine de l'électronique, c'est ce qui peut être lié aux solvants ou autres. Eh bien, aujourd'hui, on intervient auprès de grosses entreprises, Vicat, Caterpillar, Valeo ou autres, pour les aider sur la mise en place du document unique, l'identification des zones, mise en place de procédures, de fiches et d'équipements derrière avec un suivi dans le temps. L'autre point qui s'est fortement développé, c'est traitement des fumées de brasage, oui. Quand certains EMS ou donneurs d'ordre ont commencé à faire du marquage laser sur des composants et des boîtiers, on a traité toute cette pollution nocive. Et aujourd'hui, on intervient dans tous les domaines laser, agroalimentaire, pharmacie, médicale, etc., avec des services très forts, puisqu'on fait de l'analyse de la pollution, rédaction du document unique, traitement de la captation, recyclage des filtres usagés, donc tout un ensemble de services. Voilà.
Présentation très courte, mais retenez une seule chose, c'est que CPLEC, on se veut orienté sur la valeur ajoutée avec une offre globale très orientée sur le service et l'accompagnement du client dans le temps. Merci Jean-Pierre. Je vais maintenant laisser du coup la parole à Pascal. Donc Pascal, si tu veux bien partager ton écran, on se met tous en sourdine pour toi. Alors, je vais essayer déjà de remettre la vidéo. Juste un point pour Mathieu, si Mathieu peut déconnecter sa caméra. Alors, je trouve la commande écran partagé. OK. Très bien. Bah déjà, bonjour à tous. C'est nickel. Donc, voilà le programme du jour. Je vais vous présenter rapidement Movigo. Ensuite, on va voir pourquoi pourquoi on utilise des sols ESD. Dans certains cas, on peut s'en passer. Les différents sols ESD que je rencontre, alors c'est pas forcément tous les sols qui existent, mais voilà les plus fréquents que je rencontre. Et puis, je vous parlerai un peu des mesures, comment on fait pour mesurer des sols ESD. Donc, Movigo. Alors, j'ai une petite vidéo. Hop, voilà. C'est une présentation succincte, mais qui résume bien l'activité de Movigo. Alors, pourquoi utiliser des sols ESD? Alors, par exemple, quand on transporte des ESDS, donc des éléments sensibles aux décharges électrostatiques, il y a deux cas possibles. Soit on a un sol ESD, soit on n'en a pas. Alors, quand on n'a pas de sol ESD, on doit forcément transporter ces éléments sensibles dans des emballages blindés et fermés. Donc là, on est très dépendant du respect des procédures par les personnes qui vont manipuler. Donc forcément, des risques d'erreur. Ensuite, quand on a des sols ESD, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on s'affranchit des erreurs éventuelles de manipulation. Et donc, par contre, là, il faut utiliser des chariots, soit ESD, donc des surfaces qui vont réceptionner les cartes ou les composants, donc qui soient dissipatifs, donc il y a la terre par la chaînette, c'est à voir. Et donc, il faut au minimum avoir des emballages dissipatifs. Donc, un peu dans le détail, quand on n'a pas de sol ESD, donc qu'est-ce qu'on entend par conditionnement blindé et fermé? Donc, tout d'abord, il y a le sachet blindé que tout le monde connaît. Donc, il faut bien le fermer, effectivement. Il existe aussi des valisettes de transport qui sont souvent en plastique chargé carbone de façon à devenir un matériau conducteur. Et puis, on a également des bacs de rangement, toujours pareil, qui sont en matériaux conducteurs. Donc, ça fonctionne à condition que tout soit fermé, hein, bien sûr. Quand on a un seul ESD, eh bien, on peut utiliser donc, des chariots, différents types de chariots, à condition qu'ils soient reliés à la terre par le sol. Donc, soit on fait une liaison par les roulettes. L'inconvénient, c'est que les roulettes s'encrassent très vite. Donc, on va très rapidement dépasser les résistances à la terre maximum qui sont autorisées. Ou alors, on peut mettre aussi des petites chaînettes qui sont très efficaces, à condition de bien choisir sa chaînette. Il faut bien qu'elle traîne par terre et qu'elle ait un poids suffisamment, je dirais, important pour pouvoir toujours être sur le sol et pouvoir assurer la mise à la terre. Donc, on peut utiliser des emballages dissipatifs, la mousse, des sachets.
des caisses. Et là, on n'a pas besoin forcément de les ouvrir, hein, de les fermer, pardon. Elles peuvent rester ouvertes. Donc, on s'affranchit quand même pas mal d'erreurs de manipulation dues à l'être humain. Par contre, c'est sûr, ça a un coût supplémentaire. Alors, les différents sols ESD que je rencontre quand je fais des audits, tout d'abord, donc, il y a des sols résine qui sont en général assez robustes et efficaces, qui sont plutôt esthétiques. Quand je fais des mesures, je trouve des résistances de surface ou des résistances à la terre qui sont relativement homogènes, donc plutôt homogènes, c'est plutôt bien. Par contre, la pose, elle demande un vrai savoir-faire et des outillages spécifiques. Il faut bien choisir son partenaire, qu'il ait vraiment des belles références et qu'il ait un vrai savoir-faire. Il y a un temps de séchage, donc une fois qu'on a installé notre sol, on ne peut pas démarrer la production tout de suite. C'est un inconvénient. En général, il faut aussi débarrasser un petit peu tout ce qu'il y a pour toutes les machines pour pouvoir poser la résine. Donc, il y a un temps de pause qui peut être un peu embêtant, enfin pénalisant. Le budget, d'après ce que j'entends, il est quand même assez important. Par contre, de ce que j'entends aussi de mes clients, c'est que l'entretien est relativement facile, il n'y a pas trop de contraintes. Et on peut réparer suite à un impact, un choc. Le problème aussi, c'est que là, il faut faire appel à l'entreprise qui nous a fait la pause. Ça peut être un inconvénient. Ensuite, là, mon collègue de Gerflor va plus détailler. Donc, l'exemple de sol dissipatif, donc c'est les dalles. C'est aussi robuste et efficace. C'est esthétique. Les résistances sont très homogènes depuis les dernières générations de dalles que j'ai pu voir. Les premières qui sont sorties il y a très longtemps, on avait des grosses disparités dans les résistances sur les mêmes dalles. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Quand je fais des mesures, je vois toujours des résistances très, très homogènes. Donc, c'est plutôt bien. Les fabricants ont fait vraiment de gros progrès. La pose est simple. Une fois que la pose est terminée, on démarre tout de suite la production. Donc ça, c'est un avantage aussi. Il n'y a pas de délai. Le budget est modéré. Je dirais qu'il y a un très bon rapport qualité-prix et une bonne durée dans le temps. Il n'y a pas d'entretien, hormis le nettoyage. La réparation est possible. Si on a une dalle qui est abîmée, on peut l'enlever et puis en remettre une neuve. C'est assez simple et rapide. Et pas besoin de faire appel à la société de pose. C'est plutôt un avantage. Ensuite, il y a la peinture. Alors, c'est plus fragile. C'est un traitement un peu de surface. C'est efficacité esthétique moyenne. Ça dépend parce que des fois, on peut voir un peu les reliefs du sol, les défauts du sol. Donc, si on n'a pas préparé le sol au préalable, on peut avoir des choses pas très esthétiques. Oui. Les mesures que je fais dans les audits, je constate quand même des résistances qui ne sont pas toujours très homogènes. Le problème, c'est qu'il va y avoir des zones où la résistance va être bonne et puis là, on va avoir des résistances qui vont être plutôt fortes. Donc, une difficulté pour avoir un sol vraiment homogène et puis, je dirais, efficace en OSD. Et la pose demande un vrai savoir-faire aussi, parce que là, ça dépend vraiment du savoir-faire, de l'expérience de la société qui va faire la pose. Et puis, je crois qu'il y a aussi les conditions environnementales, l'humidité dans l'air, la température aussi, qui peuvent poser des fois des problèmes. Il y a un temps de séchage, donc on ne peut pas démarrer la production tout de suite non plus, donc ça peut être aussi pénalisant. Il y a un temps d'immobilisation quand même important. Là, par contre, c'est un budget modéré. Mais il y a un entretien régulier. Fréquemment, il faut repasser des couches parce que ça s'use assez vite. La réparation est possible aussi. Donc, souvent, soit il faut faire appel à la société qui a fait la pose, soit vous pouvez éventuellement faire des retouches. Mais d'après ce que j'entends, c'est pas aussi simple de faire quelque chose de bien propre.
Donc après, on trouve des tapis. Alors, il y a des tapis anti-fatigue, donc qui sont épais. On a un peu l'impression d'être sur de la moquette. C'est plutôt des tapis qui sont de petite taille devant un poste de travail pour les gens qui travaillent debout. Ça permet d'éviter les micro-chocs qu'il peut y avoir dans la colonne. Donc, c'est quand même du confort. Par contre, ce que je sais, c'est que ce sont des tapis qui coûtent relativement cher quand même quand ils sont réalisés. Ensuite, il y a les tapis classiques. Euh, donc là, on a une robustesse moyenne, c'est efficace. On a des résistances qui sont bien homogènes, pas de problème. L'esthétique est moyenne, la résistance homogène. La pose est simple, mais les joints peuvent ne pas être très esthétiques. Là, il faut un petit peu de savoir-faire pour arriver à faire des joints bien propres. Il faut un peu d'équipement aussi. Une fois que la pose est terminée, on démarre la production immédiatement, donc ça, c'est plutôt bien. Le budget est modéré, pas d'entretien particulier, hormis le nettoyage. Réparation impossible, pardon. Oui, excusez-moi, parce que oui, une fois que le tapis est abîmé, il faut le remplacer. Donc ça peut être un problème. Donc voilà un petit peu ce que je rencontre chez mes clients, avec les remarques qu'ils me font. Donc ensuite, bien sûr, très important aussi, il faut penser à mettre le maillage cuivre pour assurer la continuité dans toutes les zones, notamment pour les dalles, pour la résine, pour la peinture. Et ça, c'est hyper important aussi. Alors, il faut respecter donc les préconisations de maillage qui sont données par le fournisseur de la solution de sol. Et puis donc ensuite, on doit raccorder ces feuillards de cuivre à un point de terre. Alors, les mesures de sol ESD. Donc, il y a une norme à la Commission électrotechnique internationale qui s'appelle la 61344-1, qui date de 2015, qui est toujours d'actualité pour l'instant. Donc, c'est la norme qui nous permet de savoir comment mesurer des résistances RG, donc à la terre, et RPP de surface, dans une fourchette de résistance qui est comprise entre 10 puissance 4 et 10 puissance 13 ohms. Je vais vous donner quelques définitions, donc vous comprendrez après pourquoi. Donc, je vais vous parler de moyenne géométrique. La moyenne géométrique, donc, c'est la racine nième de n produits. On verra dans quel cas on l'utilise. Donc, RG, c'est résistance to ground, c'est résistance à la terre. Et RPP, résistance point à point. Très important, bien sûr, avant chaque mesure, il faut nettoyer les électrodes. Parce que les électrodes s'encrassent très vite. Parce que le sol, il y a toujours un peu de poussière. Et très vite, on peut avoir un facteur de 10 sur la résistance. Donc, c'est important de le faire. Alors, que dit la norme? Pour les mesures point à point. Pour des essais de sol fini, donc le nombre de mesures doit être représentatif du sol mesuré. Dans tous les cas, il doit être supérieur ou égal à 6 mesures. Et très important, il faut utiliser bien sûr des électrodes qui sont référenciées dans la norme, mais l'anthrax entre les deux électrodes, les deux sondes, doit être de 300 mm à plus ou moins 10 mm. Et c'est là où je vois n'importe quoi, parce qu'il y a des informations sur Internet qui sont complètement farfelues. Des fois, je vois des sociétés qui font les mesures, ils mettent des électrodes à un. La norme, elle nous dit c'est 300 mm à plus ou moins 1 cm. Dans le cas de dalle, pas d'électrode posée sur un joint, et on verra une seule mesure point à point, c'est la moyenne géométrique de 6 mesures dans une même dalle. Donc, en gros, la norme nous dit, voilà, il faut faire au moins 6 mesures, mais elle ne nous précise pas, par exemple, si on a 1000 m² ou 500 m² ou 600 m², combien de mesures on doit faire. Alors, moi, j'applique une règle basique, c'est-à-dire que quelle que soit donc, la superficie, je fais au moins 6 mesures. Donc, jusqu'à 600 m², je fais 6 mesures. Et après, par tranche de 100 m² supplémentaires, je rajoute une mesure. Je m'inspire un peu de ce qu'on va voir juste après pour la mesure des résistances à la terre. Dans le cas d'une dalle, donc, une mesure de résistance point à point, donc c'est ce que je vous disais précédemment, c'est la moyenne géométrique de 6 mesures RPP. Alors, comment on les fait? Eh bien, on place les électrodes à 30 cm d'anthrax,
On fait une première mesure. Ensuite, on vient déplacer les électrodes de minimum 10 cm. On refait une deuxième mesure dans ce sens-là. Et on refait une troisième mesure. Ensuite, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Pareil, on place les électrodes à 30 cm dans l'axe. On déplace de 10, on fait une mesure et on déplace de 10 et on refait la dernière mesure. Alors pourquoi on fait ça pour les dalles? Parce qu'au début de la fabrication des dalles, on s'apercevait que les fabricants avaient beaucoup de mal à avoir des résistances homogènes. Donc il fallait, et puis il y a un sens de fabrication et on s'apercevait qu'il y avait des résistances point à point qui étaient différentes selon le sens de fabrication. Donc il fallait s'assurer que globalement, la dalle était correcte. Alors, l'intérêt de faire une moyenne géométrique, c'est que, par exemple, si on a une valeur de résistance, mais qui est carrément en dehors des limites, la moyenne géométrique permet de lisser le résultat et donc de considérer que la dalle est conforme. Ce n'est pas parce qu'il y a un point de mesure qui n'est pas bon dans la dalle qu'on va jeter la dalle. Alors que si on fait une moyenne arithmétique, il y a de fortes chances, donc c'est la somme des 6 mesures divisée par 6, il y a de fortes chances que la résistance globale, elle soit mauvaise. Donc, on a appliqué cette méthode pour, je dirais, lisser un peu les résultats et puis permettre d'utiliser les dalles, sachant qu'une mesure sur 6 qui n'est pas correcte, ce n'est pas dramatique sur une. Alors, par contre, de plus en plus maintenant, quand je fais mes audits et mes mesures, ben, je m'aperçois que les résistances, elles sont très homogènes. Donc, j'espère qu'un jour, on arrivera peut-être à simplifier les mesures, parce que quand j'ai, par exemple, 5000 m² de dalles à mesurer, ben, ça prend du temps, hein, parce que ça fait 6 fois plus de travail qu'un seul classique. Et je trouve que maintenant, ça n'a plus de sens. Alors, souvent, ce que je fais pour mes clients, je leur dis la première, s'ils viennent d'installer un seul levier, la première campagne, on va faire respecter la procédure. Et si je m'aperçois que vraiment toutes les résistances sont homogènes, eh bien, je leur dis la deuxième année, on va se mettre une tolérance en disant voilà, comme première mesure, première année, tout était très homogène, il n'y a pas de raison que ça bouge dans le temps. Donc après, on se fait plus qu'une mesure. Alors, pour les mesures à la terre, il y a deux cas possibles. Soit vous avez accès donc, au point de raccordement à la terre du feuillard. Donc, dans ce cas-là, il y a deux mesures à faire. Une première mesure, on pose l'électrode à proximité du point de terre et on se raccorde avec l'autre cordon sur le point de terre. Une mesure. Ensuite, on va décaler de 1 mètre à plus ou moins 5 cm la sonde et refaire une deuxième mesure. Si jamais on n'a pas accès au point de l'intérieur du feuillard, bah, là, on se prend pas la tête, on se fait une mesure en se connectant sur la terre du secteur. Donc, idem, là, le nombre de mesures doit être représentatif du sol mesuré. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir une mesure par 100 m² avec un minimum de 6 mesures. Donc, toujours pareil, jusqu'à 600 m², c'est 6 mesures, et puis après, on rajoute une mesure par tranche de 100 m². Donc, je m'inspire de cette règle pour la mesure des résistances point à point. Ensuite, donc, quand on a fait notre campagne de mesure, donc le rapport d'essai doit inclure les éléments suivants. La référence à la norme d'essai qui nous indique comment faire les mesures, donc la 4 avec quel appareil j'ai fait mes mesures. Il faut bien sûr noter la température et l'humidité relative. Si on ne le fait pas, nos valeurs de résistance n'ont aucune valeur, parce que l'humidité relative est un facteur très impactant sur la mesure des résistances. On peut avoir facilement un facteur de 10, une période sèche et une période humide. La date des essais, bien sûr, toutes les informations nécessaires sur le sol mesuré. Voilà comment je présente mes rapports d'essai, par exemple, pour une dalle. Donc, le poste 1, c'est une dalle. Je fais mes 6 mesures et j'ai un atout formidable qui est Excel, puisqu'il a une fonction moyenne point géométrique qui calcule tout. Et donc, je fais aussi une mesure de résistance à la mer. Et puis, pour chaque dalle, je note l'humidité relative et la température.
Ensuite, dans mon rapport, bien sûr, j'ai marqué les valeurs maximum attendues, hein, qui sont les 10 puissance 9 ohms. Et ensuite, je spécifie, bien sûr, la méthode d'essai, donc il y a la 4-1, et puis les exigences générales de la 5-1. Là, il manquerait juste la référence du sol que j'ai mesuré. Et sinon, voilà, c'est un rapport synthétique. J'ai des collègues qui, eux, vont faire aussi la moyenne géométrique de l'ensemble des mesures, pour avoir une vue d'ensemble sur le sol. Moi, je ne vais pas jusque-là, je raisonne dalle par dalle ou zone par. C'est vous qui voyez. L'exemple d'appareil de mesure, ça c'est celui que j'utilise, donc c'est donc il est conforme aux normes américaines, aux normes internationales. Les sondes sont normalisées, donc poids de 2,5 kg, une dimension spécifique ici. Et mon appareil, donc, il a un capteur qui mesure la température et l'humidité relative. Ensuite, pour les sols, donc, il y a une autre norme très importante qui est la 4-5, qui a été mise à jour en 2018. Donc, c'est cette norme-là qui va nous permettre de mesurer la résistance globale d'une personne en passant par son corps, ses chaussures et le sol à la terre, et qui va nous permettre également de mesurer les charges que les personnes génèrent quand elles marchent. Et donc, là, on va s'appuyer, on ne va mesurer que les 5 pics, pas les creux. La 4-5 est une norme plus générale qui concerne aussi, par exemple, les sols antistatiques, par exemple dans des applications ATEX. Là, on va avoir besoin de mesurer à la fois les pics et les creux et de mesurer l'amplitude. Là, pour l'électronique, c'est juste les 5 pics. Bon, pour mesurer la résistance globale d'une personne, j'utilise le même appareil. Hein. C'est-à-dire que je prends une sonde dans la main, l'autre cordon est relié directement à la terre et je mesure la résistance de la main de la personne jusqu'à la terre. Et ça doit être inférieur à 10 puissance. Ensuite, ce qu'on appelle le test du marcheur, donc ça aussi, ça a été modifié. Avant, on marchait avec l'appareil. Alors, j'en avais déjà parlé dans un webinaire, je fais un petit rappel. Donc, avant 2018, on démarchait à 2 pas par seconde, c'est à peu près la vitesse de marche normale. Par contre, on marchait en avant, en arrière, sans frottement, puis on attendait 60 secondes ou que la tension de crête cesse d'augmenter. Donc, on a fait remarquer très justement que personne ne marche toujours d'avant en arrière. Donc, on s'est dit qu'il valait mieux se mettre dans des conditions réelles de fonctionnement. Donc, la norme a été mise à jour en imposant de définir un modèle de pas. Ce modèle de pas doit correspondre à ce que font les personnes quand elles travaillent. Donc là, il y a un modèle qui est proposé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce modèle, mais vous devez en définir un. Vous devez faire toujours la même chose. Alors, au niveau de la FNOR, on a été plus loin. On s'est dit que ça serait bien que les gens frottent les pieds. Quand on frotte souvent, quand on marche, on frotte les pieds. Les mesures que l'on a fait, justement, on s'est aperçu que quand on frotte les pieds, on génère beaucoup plus de charge. Logique, on augmente un peu la triboté ici. Donc là, c'est une moyenne arithmétique. On fait la somme des 5 pics les plus importants et on divise par 5. Voilà un exemple de test du marcheur qui a été fait sur un sol peinture avec des talonnettes. Donc les talonnettes, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément quelque chose de très bien pour assurer une bonne résistance à la terre et puis pour évacuer les charges, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pics. C'est normal parce que la surface des talonnettes est petite. Le même sol avec des chaussures, on voit que tout de suite, ça se passe beaucoup mieux. Hein. On a beaucoup moins d'amplitude. Donc là, c'est un test sur des dalles. On a fait le test sans frotter les pieds. Pareil, là, la moyenne arithmétique, c'est moins 8 volts. Hein, donc, c'est pas grand-chose. Ah, ouais, donc, par contre, en frottant les pieds, on multiplie par 3 à 4 les pics. Vous voyez, donc le fait de frotter les pieds, surtout quand on a des sols un peu anciens ou un peu limites, c'est important de faire ce test du marcheur en frottant les pieds parce qu'on va peut-être s'apercevoir que quelquefois, on va dépasser les tensions maximum qui sont
autorisés dans la norme, qui sont de 100 volts, en valeur absolue. Donc ça, c'est un exemple sur un sol isolant, par exemple. Donc au début, on voit bien, la personne ne marche pas, donc il n'y a pas de charge. Puis au fur et à mesure que la personne commence à marcher, on voit tout de suite des pics. Là, la moyenne arithmétique n'était pas si élevée que ça, mais on était à moins 138 volts. Voilà ce qui se passe quand on marche sur un sol isolant. Donc, c'est quand même important d'utiliser un sol ESD correct. Alors, quand je dis sol ESD correct, il faut penser le couple chaussure-sol. C'est les deux qui vont faire la fonction. Et comme la norme sur les chaussures a changé aussi, puisque auparavant on avait des chaussures conductrices et des chaussures dissipatives, et que là maintenant on n'a plus que des chaussures dissipatives, ça vaut le coup de prendre du temps pour choisir de bonnes chaussures avec une résistance la plus faible possible, et idem pour les sols. Pour être dissipatif, il faut être supérieur à 10 puissance 4 et inférieur à 10 puissance 9. Mais ça fait quand même une grande différence quand on est plutôt proche des 10 puissance 4 que des 10 puissance 9. Et dans la 4-5, donc pareil, le rapport d'essai doit inclure les éléments suivants: la référence à la norme de mesure, l'identification de l'appareil, température et humidité relative, la date des essais et bien sûr toutes les informations nécessaires sur le sol mesuré. L'exemple d'appareil, moi j'utilise celui-ci. Donc, le principe, c'est qu'on a une sonde dans la main, l'autre cordon est raccordé à la terre, et quand on marche, donc, on va mesurer les charges, c'est un voltmètre, hein. On va mesurer les charges qui sont générées quand la personne elle marche. Et je peux soit donc avoir un affichage direct des tensions générées, soit les enregistrer. Après, je suis un petit peu limité parce que je ne peux pas faire plus de 4 tests. Ensuite, je vais décharger l'appareil, mais bon, en général, ça me suffit amplement pour les mesures que je fais. Et voilà, c'est terminé. Merci Pascal. Du coup, merci pour cette intervention Pascal. Je vais Merci. maintenant du coup passer la parole à Mathieu. Alors, comment? Alors voilà, Pascal, merci, parfait. Tu as arrêté le partage de ton écran. Donc Mathieu, si tu veux prendre le relais pour du coup partager ton écran, et tu peux aussi, si tu le souhaites, activer ta webcam. Écoutez, la webcam n'est pas nécessaire, c'est pas vraiment moi qu'on va regarder, mais plutôt ma présentation. En Allez. principe, je l'ai partagée, donc je pense que c'est bon pour vous. Non, là on n'a rien. Moi je vois rien. D'accord. Ah c'est bon. Parfait. C'est bon? C'est bon, je te laisse prendre le relais. Parfait. Écoutez, bonjour à tous pour ceux qui seraient arrivés plus récemment. Et merci d'être présents aujourd'hui. Puis merci surtout beaucoup à CPELEC pour nous permettre d'intervenir aujourd'hui. Donc on va profiter de la belle introduction de Pascal pour faire un zoom sur un des produits Gerflor, qui est donc la dalle GTI L5. Donc très rapidement, nous sommes deux pour vous présenter ça. Donc Carole Barbéran, qui est responsable commercial du Quart Sud-Est en France, et moi qui suis donc Mathieu Dimonte, responsable marketing industrie chez Gerflor. Alors je vais pas faire une longue introduction, mais en tout cas pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, Gerflor est un fabricant français spécialiste des sols PVC, et donc entre autres bâtiments, sport évidemment, mais en particulier également pour l'industrie et la santé. Voilà. Donc ce qui nous concerne aujourd'hui est donc plutôt les sols industriels, avec la particularité des nécessités ESD. Voilà, donc comme je le disais, aujourd'hui, on va faire un zoom et profiter donc de l'introduction de Pascal pour faire un zoom sur la dalle GTI L5 Gerflor. Mais avant de comprendre le produit, et avant de comprendre la raison pour laquelle nous avons développé cette dalle, il est avant tout nécessaire de comprendre
en fait, quelles sont les contraintes, même si je pense que vous les connaissez mieux que moi, quelles sont les contraintes que vous avez dans vos environnements, en l'occurrence de production électronique d'une manière large. Donc les trois contraintes principales, si je peux les résumer comme ça, sont déjà, telles qu'on en a parlé il y a quelques minutes, les contraintes liées au phénomène ESD. Donc pour illustrer un petit peu plus que ce que disait Pascal tout à l'heure, les contraintes ESD représentent un risque évident pour vous et évidemment pour vos collègues, mais également pour la production et la qualité de vos produits. Chez Gerflor, on a l'habitude de les catégoriser en trois parties, ces fameux risques, en tout cas matériels. Il y a ce qu'on appelle déjà les pannes évidentes, donc des pannes qui sont assez simples à identifier puisqu'il y a casse, il y a un clair problème que vous allez pouvoir voir très rapidement. Ces pannes évidentes peuvent derrière aller jusqu'à l'irrémédiable. Donc on a détruit complètement alors le produit qu'on est en train de fabriquer, l'outil avec lequel on le fabrique et potentiellement la zone dans laquelle on la travaille, puisque sans vouloir être dramatique, le phénomène peut avoir des répercussions importantes. Mais je dirais que celle sur laquelle il faut le plus être attentif, en tout cas, c'est ce qu'on appelle, nous, les pannes latentes. Pourquoi? Parce que c'est des pannes qui sont tellement faibles, tellement invisibles, qu'elles vont passer vos services qualité, qu'elles vont passer l'intégralité de votre process de fabrication sans être visibles et qui vont se retrouver chez vos clients. Derrière, ces clients-là vont, eux, soit constater immédiatement et donc vous faire un retour produit directement. J'ai envie de dire, c'est l'option la moins dramatique, puisque bon, on a encore constaté les choses, mais elles peuvent aussi être montées par vos clients, parce qu'il n'y a pas de raison qu'a priori ils s'en rendent compte si vous ne l'avez pas fait. Et derrière, il y aura une défaillance produit, défaillance technique, qui, elle, générera des conséquences qui peuvent être bien plus importantes. Voilà. Et selon une étude que nous avons faite ces dernières années, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 30% des retours produits sont liés directement à un problème ESD. Alors, je passe évidemment les conséquences d'arrêt de production que ça peut générer et les coûts que vous connaissez aussi mieux que moi que ça peut engendrer. Mais 30% des retours produits liés à un phénomène ESD. Alors, pour une raison simple, c'est que, alors pour vous donner simplement un ordre d'idée, un homme de lui-même sur un sol qui n'est pas efficace ou sur un sol qui n'est pas du tout ESD peut se charger au fur et à mesure de sa journée jusqu'à environ 40 000 volts, donc c'est assez important. Or, en microélectro, en semi-conducteur ou dans d'autres domaines précis, vous avez des composants entre les mains qui, eux, peuvent être sensibles à moins de 100 volts. Donc ça veut dire que vous avez largement en vous la charge qui suffira à les détruire, sachant que jusqu'à 3000 volts, un homme ne sent pas la décharge. Donc voilà, vous comprenez l'importance de ce phénomène. En tout cas, je ne rentrerai pas plus dans le détail puisque Pascal l'a bien expliqué. En tout cas, ça génère un certain nombre de problèmes évidents dans votre qualité de production. Le deuxième phénomène auquel vous êtes, deuxième contrainte plutôt à laquelle vous êtes confronté, alors plus ou moins évidemment en fonction de vos activités et en fonction de votre organisation, c'est clair. Au-delà du problème ESD, c'est tout simplement les charges qui vont évoluer sur vos sols, qu'elles soient statiques ou dynamiques. Ces charges peuvent avoir dans les cas les plus extrêmes, et encore, pas forcément, mais dans les cas assez courants même, on peut atteindre 4 tonnes. 4 tonnes en dynamique. Donc ça veut dire qu'il y a je dirais une contrainte exercée sur le sol qui va être assez importante, ce qui génère évidemment soit des accidents dans le pire des cas, mais à minima un certain nombre de problèmes de rénovation. Ce qui nous emmène à cette troisième contrainte, c'est la gestion de la rénovation, la gestion de la maintenance et de l'entretien que vous avez probablement au quotidien sur vos sites de production, dans votre environnement. Alors,
cette maintenance et cet entretien, elle a évidemment un coût. Encore faut-il que ce soit, je dirais, réalisé et bien réalisé, mais en tout cas, et ça peut être plus ou moins simple, hein, tel qu'on l'a vu précédemment, en fonction des supports que vous allez utiliser. Ces coûts, au-delà des coûts, le plus important, c'est l'arrêt de production que cela va générer, évidemment. Alors, je reviens un petit peu en arrière, mais la maintenance génère des arrêts de production et la pose de vos sols, d'une manière générale, même neufs, vont également potentiellement générer des arrêts de production. Donc voilà, un élément effectivement très important. Et puis là encore, la non-rénovation ou la mauvaise rénovation va évidemment générer un certain nombre de risques pour vos collaborateurs. Je pense à des déplacements de chariots qui peuvent être endommagés ou qui peuvent être à risque lorsque le sol n'est pas en bon état. Mais je pense à des choses beaucoup plus simples comme les problèmes de marquage au sol qui peuvent être détériorés ou non faits et qui vont donc par conséquent générer des croisements et du stockage à des endroits qui ne sont pas forcément prévus et tout un tas d'éléments qui vont du coup apporter des risques importants. Voilà, donc pour résumer, voilà les trois principales contraintes auxquelles vous êtes confrontés, j'imagine au quotidien, plus ou moins, et encore une fois en fonction de vos domaines d'activité. Donc, c'est pour répondre à ces fameuses contraintes que Gerflor a développé une dalle, particulièrement la dalle GTI EL5, qu'on va pouvoir détailler un petit peu plus maintenant. Alors, la première réponse, c'est évidemment la réponse à votre première préoccupation, qui est la contrainte ESD. Alors, je vais encore une fois rebondir sur ce que disait Pascal. Effectivement, le phénomène ESD sur un sol est donc vérifié, contrôlé, et je vous incite à le faire de manière régulière et précise. Et effectivement, on va très souvent parler de moyenne, puisque la norme, aujourd'hui, les normes nous demandent de gérer des moyennes. Gerflor étant, je dirais, précurseur, ou en tout cas ayant l'intention d'avancer avec des clients qui, eux, ont des contraintes supérieures à celles-ci. L'objectif, quand on a développé la dalle GTI EL5, c'est que on ne parle pas de moyenne acceptable, mais on parle de valeur individuelle. Pourquoi? Parce que vous avez un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, dont vous faites peut-être partie, qui sont évidemment sensibles au respect des normes, mais qui vont nous demander très régulièrement, et encore récemment sur des surfaces très importantes, de ne même pas avoir de valeur ponctuelle. Donc, tout l'objectif de la dalle et tout l'objectif de nos développements en ESD aujourd'hui sont, au-delà de respecter les normes, de ne présenter aucune valeur individuelle qui soit hors cadre normatif. Voilà. Et donc, pour réussir ce travail-là, et Pascal précisait effectivement qu'il constatait de plus en plus des résultats homogènes, et c'est exactement dans ce sens-là que l'on va. Pour pouvoir répondre à ces exigences, il faut bien comprendre comment la dalle est construite. Donc la dalle est construite de trois couches différentes. Une première couche que vous voyez ici en bleu, qui est en fait la couche d'usure, hein, qu'on va considérer comme usure, donc 2 mm, donc une couche assez importante qui va permettre de gérer d'éventuels chocs ou accidents, ou tout simplement passage et usure logique, qui, elle, sera additionnée de 2 couches de carbone supplémentaires pour un total de 6 mm. Le tout étant complètement incrusté de chips ou de carbone, de façon à pouvoir transmettre le SD au travers elle. J'insisterai sur un autre phénomène qui nous a fait largement avancer dans l'homogénéité de nos résultats, c'est ce fameux traitement de surface qui lui-même aujourd'hui est conducteur. On verra un peu plus tard qu'il aura un autre intérêt évident, mais qui va surtout permettre de répartir et de s'assurer que la conductivité est omniprésente sur la surface de la dalle. Voilà. Donc oui, c'est un produit qui va répondre aux normes IEC, qui va répondre également à l'ES 2020 et qui va aussi être compatible en zone ATEX. Alors,
je fais juste un petit point supplémentaire. Pourquoi est-ce que l'on vous parle à la fois des normes européennes et américaines en particulier, ou d'une manière générale des normes internationales? Parce que vous êtes peut-être amené, vous, ou en tout cas vos fournisseurs peut-être également, à utiliser des composants qui arrivent d'ailleurs, ou peut-être de fabriquer des composants qui vont aller ailleurs. Donc il est très important aussi pour nous, au travers de cette dalle GTI, d'être compatible au niveau international, de façon à ce que des composants qui arrivent de Chine puissent être complétés ou assemblés en France et pourquoi pas derrière expédiés aux États-Unis, par exemple. Voilà, donc il est important de gérer ces différentes normes en un seul produit. La deuxième contrainte auquel va devoir résister la dalle GTI, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la charge. Donc on est sur des résistances qui peuvent être, encore une fois, ou des contraintes qui peuvent être très importantes et qui ne doivent pas évidemment endommager votre sol. Quand on parle de chariot élévateur, quand on parle de Manitou, permettez-moi la marque, quand on parle de transpalette, on comprend bien qu'il y a un certain nombre de supports mécaniques qui vont devoir évoluer. Et au-delà des supports mécaniques, vous êtes peut-être sur un site où vous avez un très fort passage piéton. Donc tout ça, c'est des contraintes qui sont différentes, mais c'est des contraintes qui vont avoir donc un impact assez différent sur nos sols. Ça va être de l'usure, ça va être de l'accident, ça va être de l'étirement, ça va être un certain nombre de forces assez fortes qui vont être exercées. Donc pour pouvoir y répondre, en fait, au-delà des trois couches que l'on a vues précédemment, il faut bien comprendre que nos dalles sont, elles, intercalées de trilles de fibres de verre. Donc c'est un tressage assez fin, assez résistant, voire très résistant, qui va donc maintenir l'intégralité des 6 mm de la dalle et qui va donc éviter qu'elle bouge, ne serait-ce qu'elle bouge, qu'elle s'arrache ou qu'elle se déforme. Et donc va lui donner une résistance jusqu'à 100 kg au centimètre carré. Alors, très souvent en industrie, on va parler au centimètre carré, tout simplement pour que vous soyez, vous, de votre côté, capable d'évaluer la charge ponctuelle en fonction du véhicule que vous allez utiliser. Si vous utilisez des roues de 30 ou 40 cm à pneus, la charge va être répartie différemment, comme vous pouvez l'imaginer, que si vous utilisez un transpalette avec des roues de 60 mm en dur, par exemple. Donc, le fait de vous donner des indications au centimètre carré va vous permettre d'évaluer si vous êtes ou pas dans la tolérance du produit. La petite particularité aussi de cette dalle, c'est qu'elle est disponible soit en modèle queue d'aronde, tel que vous le voyez sur la photo ici, c'est-à-dire on va dire, pour parler vulgairement, un puzzle qui va donc permettre de les assembler les unes avec les autres. Mais vous pouvez également, cette dalle GTI, la trouver en version, ce qu'on appelle Clean Tech, c'est-à-dire que vous n'avez pas de queue d'aronde, les bords sont droits et vous les jointez à chaud, avec du PVC conducteur également. L'intérêt de cette solution-là, c'est que vous allez donner à votre sol une étanchéité parfaite. Voilà. Donc, dans les environnements où il y a un entretien à grandes eaux, par exemple, ou dans un environnement où potentiellement il y a des risques de couler d'huile ou d'autres types de produits liquides, d'une manière générale, vous allez pouvoir éviter l'infiltration dans les sols. Et puis donc, la dernière contrainte également à laquelle vous allez pouvoir être confronté, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la maintenance du quotidien. Celle qui va qui est liée à un accident, une usure, ou quelque chose qui s'est passé sur vos sols, mais celle qui va également vous permettre de travailler ce qu'on appelle le zoning, c'est-à-dire que tout simplement, votre sol vous allez vouloir adapter votre sol au quotidien à l'organisation de votre site de production. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, et vous le constatez sûrement vous aussi, c'est que très souvent, on délimite de manière très claire les zones de passage piéton, les zones de passage de véhicules, les zones de stockage, les zones incendie. Beaucoup plus d'actualité, on va aussi peut-être indiquer dans le sol les distanciations sociales qu'il va falloir respecter entre les personnes. On va aussi peut-être marquer les îlots de production, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on va vouloir avoir un sol qui soit le reflet de
l'organisation qu'on a mis en place, avec des codes couleurs et des codes qualité qui sont, je dirais, standards dans l'entreprise, de façon à ce que tout le monde soit bien au courant et le comprenne de manière instinctive. Et donc, l'avantage des sols Gerflor et des dalles PVC Gerflor, c'est que vous allez pouvoir avoir ce sol tel que vous le souhaitez et le faire évoluer, puisqu'on parle de produits qui ne se collent pas, qui sont plombants, des dalles plombantes, donc qui vont accessoirement pouvoir recouvrir sans ragréage un certain nombre de défaillances, des fissures de béton, des fissures de résine, des joints de carrelage éventuellement. Donc c'est un produit qui sera donc non collé et donc qui ne nécessitera pas de temps d'arrêt de production ou tout simplement de coûts aussi également, mais qui va en plus pouvoir être déplacé. Donc on a un certain nombre de clients qui vont faire évoluer leur sol très régulièrement en fonction de leur organisation de production. Alors, je vais revenir du coup maintenant sur la partie traitement de surface. Tel qu'il a été précisé tout à l'heure par Pascal, l'entretien, là maintenant, c'est le nettoyage est évidemment un élément important puisque, bon, d'une part, au-delà de l'hygiène d'une manière générale que vous souhaitez avoir, je dirais que c'est aussi une façon de préserver les caractéristiques ESD de votre revêtement. Donc, il va falloir nettoyer. En fonction de votre environnement et des produits que vous utilisez dans votre production, vous allez utiliser un certain nombre de produits différents, ou en tout cas potentiellement il va y avoir des retombées sur le sol avec des produits très différents tels que des graisses, des acides ou des produits chimiques. Ce fameux traitement de surface dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure va lui résister à grand nombre, voire très grand nombre de produits que vous allez pouvoir utiliser. Donc le produit sera donc complètement étanche à cette solution qui lui arrivera dessus et lui permettra donc d'être nettoyé assez facilement de manière mécanique ou manuelle en fonction de vos process d'entretien. Évidemment, avec nos produits, on va fournir ce qu'on appelle des PMO, donc des principes de mise en œuvre et d'entretien qui vont vous permettre de vous assurer que vos process sont en adéquation avec vos produits. Et pour ceux que ça touche de près ou de loin, parce que nous, chez Gerflor, nous sommes particulièrement concernés par cet élément-là. Simplement, sachez que les 2 couches d'envers conductrices que nous avons sous nos dalles, en dessous des couches d'usure, sont à base de produits recyclés. Parce que chez Gerflor, on a un programme ce qu'on appelle un programme seconde vie. Donc, on récupère les dépôts de produits, les chutes de produits, les sols qui sont rénovés, on les récupère. On va pouvoir les recycler, recréer du granulat et donc créer nos fameuses couches d'envers qui n'ont pas pour vocation à être esthétiques puisqu'elles sont dessous et qui donc nous permettent d'éviter, je dirais, le gaspillage de matériaux. Voilà pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Mathieu. Alors voilà, je veux prendre juste un petit instant pour remercier du coup Movigo et Gerflor d'avoir été nos intervenants du jour. Pour toutes les personnes qui ont participé au live, j'espère que vous avez trouvé les réponses pour lesquelles vous êtes venus. Du coup, merci Mathieu d'avoir arrêté ton partage d'écran. Je vais juste vous demander, si vous le voulez bien, d'activer en fait vos caméras pour qu'on puisse faire une petite capture d'écran du live du jour. Si Damien Villard veut bien aussi. Voilà. Damien Villard. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez également... Alors, Damien, si tu pouvais arrêter de bouger pour que je puisse faire un screenshot, ce serait cool. Voilà, merci. Alors, on vous laissera le numéro de téléphone perso de Damien puisqu'il a des cadeaux dans les mains. Donc, les 10 premiers qui appellent auront des cadeaux. Voilà, donc merci, merci Damien. Je ne t'embarrasse pas plus.
Maintenant, la parole du coup aux questions-réponses. Donc voilà, comme je le disais, vous pouvez soit réactiver votre micro, soit utiliser le chat pour poser vos questions. Et donc Pascal et Mathieu sont voilà, à votre disposition. Mélissa, tu pourrais réactiver les micros des personnes ou pas? Parce que j'en vois certains qui ont… Oui, alors je vais faire une demande parce qu'en fait, je ne peux pas réactiver. Hop, voilà. Donc là, tout le monde a eu la demande. S'il y a des personnes qui veulent. Pas de questions. Bonne journée, merci. Alors, j'ai eu une question en privé de Laurent Hans Christian qui demande pour déplacer les dalles, faut-il sacrifier la première dalle enlevée? Eh bien, la première dalle enlevée pour déplacer les dalles. Alors, si je comprends bien la question, c'est pour déplacer des dalles. Écoute, a priori, on enlève les dalles. Et ça, je pourrais vous fournir, si vous voulez, un certain nombre de vidéos qui expliquent le protocole. Donc, on enlève les dalles, mais on peut la repositionner sans la changer. Non, absolument pas. On peut réutiliser une dalle qui a été enlevée à partir du moment où elle est en état, évidemment, et qu'on ne souhaite pas la changer pour différentes raisons d'usure. Mais c'est une dalle qui est détachée, peut être repositionnée ailleurs, sans problème. J'irai peut-être même un petit peu plus loin pour, encore une fois, revenir sur ce que disait Pascal. Un des avantages, c'est que ça ne nécessite absolument pas de faire intervenir, enfin, ou en tout cas très rarement, de faire intervenir une entreprise extérieure. Donc, un service de maintenance sur un site peut tout à fait elle-même déplacer des dalles ou disposer de petits stocks de dalles de façon à pouvoir gérer elle-même ses maintenances ponctuelles, à partir du moment où c'est ponctuel, évidemment. Je ne sais pas si Et j'ai ensuite, répondu à il vos a une questions. deuxième question pour les Oui. dalles. Faut-il un maillage de mise à la terre sous les dalles? Oui, tout à fait. On utilise des feuillards de cuivre, tel que ça a été illustré par Pascal tout à l'heure. On utilise des feuillards de cuivre, effectivement, qui vont donc s'assurer, je dirais, de la conductivité jusqu'à la terre avec une liaison à la terre. Alors, la particularité des dalles GTI qu'on a présentées, c'est qu'elles ne sont pas collées. Donc, du coup, pas nécessité, par conséquent, d'utiliser des colles conductrices. J'ai une question pour Mathieu. Oui. C'est quelle dimension de maillage vous recommandez avec les dalles Gerflor? Souvent, on me pose la question, je ne sais pas répondre. Alors, en principe, on va faire le contour de la zone d'une manière au niveau de la première dalle pour faire simple. Et après, on va faire un maillage toutes les 3 dalles, à peu D'accord. près. Voilà, en moyenne. Après, l'appréciation du poseur est importante puisqu'il va notamment prendre en compte l'état du sol sur lequel les dalles sont posées et assurer parfois, je dirais, des maillages plus serrés. Mais disons que d'une manière générale, c'est ça. Mais Pascal, je peux vous faire parvenir la PMO de la GT, il n'y a aucun problème. Ouais, je veux bien. Ouais. Je suis preneur. Merci. Sans problème. Pas d'autres questions? Vous avez avec vous 2 experts, là, donc profitez-en, c'est le moment. Aussi bien sur les parties formation, les parties audit, les parties équipement, solutions techniques. N'hésitez pas. Autrement, je le répète, le Père Noël qui est avec vous restera à votre disposition pour vous apporter les cadeaux. Hein. Donc, chaque rendez-vous pris avant fin d'année, il y a un cadeau qui est remis en main propre. Après, il se débrouillera.
Oui, sachant que le live est aussi disponible en replay, donc si jamais, voilà, et toute l'équipe reste à disposition pour répondre aux questions. Lisa, tu peux rapidement faire un petit point sur les prochains lives et les prochaines actions qu'on va mener. Parler peut-être aussi du salon qu'on va faire l'année prochaine ou 2-3 choses de ce type-là. Alors du coup, là, le dernier live qu'on va avoir en 2020, ça va être le 15 décembre. Et ça va être un live sur les armoires sèches. Donc ce sera le mardi à 11 h, hein, c'est le même rendez-vous à chaque fois. Et là, on aura comme intervenant la société A2J. Voilà, donc pareil, vous avez dû recevoir déjà l'information par mail. Et si ce n'est pas le cas et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et en 2021, du coup, on sera sur le salon Global Industrie à Lyon. Et voilà. Et sur le salon, Gerplan sera présent hein, sur le salon. Movigo aussi. Voilà. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vois qu'il y a des gens qui commencent à dire bonne journée. On peut en rester là. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.